Barry White n'était pas seulement un chanteur, il était la véritable incarnation sonore du romantisme, une voix qui enveloppait l'âme comme un velours chaud et profond, murmurant des promesses d'amour éternel au creux de l'oreille du monde entier. Avec des succès intemporels comme Can't Get Enough of Your Love, Babe et You're the First, The Last, My Everything, il est devenu une icône culturelle, un maestro dont les mélodies ont défini l'amour pour des générations entières, transformant des nuits solitaires en symphonies de passion. Mais derrière les disques d'or qui scintillaient sous les lumières des studios, derrière les concerts à guichets fermés où des foules en extase chantaient ses refrains, se cachait un homme qui avait émergé des abysses de la pauvreté et de la violence, un survivant qui avait dû se battre contre les ombres de son passé pour s'élever vers la gloire. Et pourtant, même au sommet, il a affronté le chagrin d'une vie personnelle tourmentée, la maladie qui rongeait son corps imposant, et des conflits familiaux qui ont assombri ses dernières années, laissant un héritage aussi complexe que ses arrangements orchestraux. Voici l'histoire du Walrus of Love, cet homme au timbre baryton qui a séduit le monde, et de la fin tragique que même ses plus grands admirateurs n'auraient jamais imaginée, une fin qui révèle les fissures cachées derrière la façade de la perfection romantique. Imaginez un petit garçon né sous le soleil brûlant de Galveston, au Texas, en 1944, dans un foyer modeste où l'incertitude plane comme une ombre persistante. Barry Eugene Carter, c'est son nom à la naissance, est le premier des deux fils de Sadie Marie Carter et Melvina White. Dès le départ, sa vie est marquée par le rejet. Son père, apprenant la grossesse de Sadie, refuse de l'épouser, préférant rester fidèle à une autre femme qu'il avait déjà prise pour épouse, un secret que Sadie ignorait jusqu'à ce moment fatidique. Ce refus n'est pas qu'une anecdote familiale, il imprègne profondément la perception que Barry aura de la famille, de l'engagement et de l'amour, des thèmes qui reviendront hanter ses chansons des décennies plus tard. Sadie, femme forte et pieuse, donne à son fils son propre nom de famille, Carter, mais Melvin, dans un geste symbolique qui semble plus cruel que généreux, barre ce nom sur l'acte de naissance et inscrit le sien, White. Pourtant, ce changement administratif ne change rien à la réalité. Melvin reste absent, un fantôme dans la vie de Barry, laissant le garçon grandir sans figure paternelle dans le quartier difficile de Watts, au sud de Los Angeles, où la famille déménage peu après. Watts n'est pas un endroit pour les rêves innocents. C'est un quartier marqué par la pauvreté écrasante, où les opportunités sont aussi rares que les sourires sincères, et où la présence constante des gangs transforme les rues en terrain de survie impitoyable. Sadie travaille dur, enchaînant les emplois modestes pour nourrir ses deux fils, Barry et son frère cadet Daryl, né 13 mois plus tard. Elle est une femme de foi, remplissant la maison de musique, non pas celle rythmée et brute des rues, le rhythm and blues qui pulse dans les veines de la communauté noire, mais des compositions classiques majestueuses de Beethoven, Mozart et Tchaïkovski. Ces sons grandioses, avec leurs orchestrations riches et leurs mélodies émouvantes, s'infiltrent dans l'âme de Barry dès son plus jeune âge. Il se souvient encore, des années plus tard, de ces disques qui tournaient inlassablement sur le vieux phonographe familial, éveillant en lui une passion pour la musique qui deviendra son salut. Le premier amour de Barry est le piano. Sans leçon formelle, sans partition qu'il ne sait pas lire, il apprend en reproduisant ce qu'il entend, ses petites mains glissant sur les touches avec une intuition remarquable. À 10 ans, il chante déjà dans la chorale de l'église locale, où sa voix juvénile s'élève lors des hymnes du dimanche, apportant une lueur de pureté dans un monde autrement sombre. Mais en dehors des murs sacrés de l'église, la vie à Watts force les enfants à grandir vite, trop vite. À 10 ans, Barry fait déjà partie d'un gang local, attiré par le sentiment d'appartenance et de protection que ces groupes offrent dans un quartier où la vulnérabilité peut être fatale. Il n'est ni le plus grand ni le plus rapide, mais il est audacieux, et cela le rend utile aux yeux de ses pairs. L'école devient une cause perdue, ses notes chutent comme des feuilles mortes en automne, et les professeurs, débordés par les défis du quartier, voient peu de potentiel en ce garçon turbulent qui semble destiné à suivre le chemin tracé par tant d'autres avant lui. Les bêtises d'enfance se transforment rapidement en délits mineurs, puis en crimes plus sérieux. À l'adolescence, Barry est profondément ancré dans la vie de rue, un monde où la loyauté aux gangs prime surtout, où les vols et les affrontements deviennent une routine dangereuse. Il cambriole des maisons, vole des voitures, affronte d'autres gangs dans des bagarres violentes qui pourraient se terminer par la mort. Des années plus tard, Barry parlera de cette période avec une franchise brutale, sans édulcorer les violences ni les erreurs, je faisais partie d'un gang. On cambriolait des maisons, on volait des voitures, on affrontait d'autres gangs. J'aurais pu finir mort ou en prison à vie. À 16 ans, il commet le crime qui changera sa vie à jamais, le vol de pneus de Cadillac d'une valeur de $30 000, l'équivalent d'environ $320 000 aujourd'hui ajusté à l'inflation.
Les Cadillacs sont prisés sur le marché noir du quartier, symbole de luxe et de statut, et leurs pneus, robustes et précieux, sont les plus recherchés. Barry et son équipe sont arrêtés, et l'ampleur du vol garantit une lourde peine. Il passe 4 mois à la prison du comté de Los Angeles, une expérience qui le marque au fer rouge. C'est dans cette cellule étroite et résonnante, entourée de murs froids et de l'écho des regrets, qu'apparaît la première étincelle de transformation. Un jour, la radio diffuse It's Now or Never d'Elvis Presley, et cette chanson, avec sa voix puissante et son message d'urgence, touche Barry au plus profond de son être. Il dira plus tard, dans son autobiographie The Barry White Story, que entendre la voix de Presley à cet instant l'a bouleversé, lui faisant voir au-delà des gangs, au-delà du crime, au-delà du simple instinct de survie. J'avais 3 options, racontera-t-il, rester là et accepter la vie de prisonnier, me suicider, ou me lever et essayer de faire quelque chose de ma vie. J'ai choisi la 3e option. À sa sortie, il tente de marcher droit, de s'éloigner des tentations qui l'ont conduit derrière les barreaux, mais les ennuis ne l'ont pas encore lâché. Peu après, Barry est de nouveau arrêté, cette fois pour tentative de meurtre. L'accusation est grave, un homme a été battu jusqu'au coma, et Barry est suspecté d'être impliqué. Il passe 15 jours derrière les barreaux, rongé par l'angoisse, avant que la victime ne se réveille et affirme à la police que Barry n'y est pour rien. Toutes les charges sont abandonnées, mais cette fausse accusation laisse des traces indélébiles, renforçant sa détermination à changer de voie. Pendant cette période tumultueuse, quelque chose d'extraordinaire se produit dans la voix de Barry. Vers 13 ou 14 ans, son timbre change du jour au lendemain, passant d'un ton juvénile à un baryton profond, riche et velouté, celui-là même qui le rendra célèbre dans le monde entier. Ma mère a pleuré, confiera-t-il à Conan O'Brien des décennies plus tard. Elle savait que son petit garçon était devenu un homme. À l'époque, pourtant, cette voix n'est pas un billet pour le succès, c'est juste une autre manière de se faire remarquer dans la rue, un atout qui le distingue mais qui ne le sauve pas encore des dangers qui l'entourent. À 18 ans, l'avenir de Barry reste incertain, suspendu entre les rêves naissants et les chaînes du passé. Le jour de son anniversaire, le premier jour de ce qui aurait dû être son année de terminale au lycée Jacob Harris, il sèche les cours et marche jusqu'à Hollywood. Il s'arrête devant le siège de Capitol Records, ce bâtiment emblématique qui représente le cœur battant de l'industrie musicale, et reste là des heures, observant l'effervescence des artistes, des producteurs et des rêves qui se réalisent derrière ces murs. Il ne sait ni lire ni écrire la musique, mais il sait, au plus profond de lui, qu'il veut faire partie de ce monde. Je suis tombé amoureux de l'industrie musicale cette nuit-là, dira-t-il plus tard. C'était mon signal d'alarme. Le prochain tournant arrive vite, comme un rayon de lumière perçant les nuages. Peu après sa sortie de prison, un ami l'invite à une séance d'enregistrement dans un studio professionnel. C'est sa première fois dans cet environnement magique, et il est fasciné par tout. Les consoles de mixage qui bourdonnent comme des chœurs mécaniques, les micros qui capturent l'essence des voix, le bourdonnement créatif qui remplit l'air d'une énergie électrique. J'étais accro, racontera Barry. À partir de ce moment, je savais que je devais aller à Hollywood. Mais le chemin est encore semé d'embûches. Il n'a pas de diplôme au-delà de la seconde, pas d'emploi stable, aucun contact dans le milieu impitoyable de la musique. Pourtant, il a survécu à la rue, à la prison, à ce désespoir qui brise tant de jeunes avant même qu'ils ne deviennent adultes. La prison lui a donné, paradoxalement, ce dont il avait le plus besoin, la confiance en lui. Quand ils ont ouvert la cellule et m'ont dit que je pouvais enlever cet uniforme, je suis sorti avec une énergie nouvelle, dira-t-il. J'ai ressenti le plus puissant des sentiments, la confiance. Fragile, certes, mais suffisante pour le propulser en avant. Peu à peu, Barry s'éloigne de son ancien entourage, ses amis de gang qui le tirent vers le bas. L'église, autrefois refuge dominical, redevient un espace de création et de discipline. Il joue du piano et de l'orgue lors des services, chante avec une ferveur renouvelée, et aide même à diriger la chorale, trouvant dans la musique gospel une structure qui lui manquait dans la rue. Cette discipline musicale lui offre ce que la vie de gang ne pourra jamais donner, un avenir qui ne se termine ni en cellule ni dans un cercueil prématuré. Il fait aussi un choix symbolique sur son identité. Né Barry Eugene Carter, il a grandi avec le nom de sa mère, mais au moment d'entrer dans le monde de la musique, il décide d'utiliser Barry White, reprenant le patronyme du père qu'il avait abandonné. C'est un geste à la fois de défi et de réclamation, un moyen de transformer l'absence en présence, et qui, pensait-il, sonnait comme le nom d'une star destinée à briller. Des années plus tard, Barry parle de sa jeunesse avec une franchise qui force le respect. Il ne l'édulcore pas, n'évite pas les détails sombres, les violences gratuites, les erreurs qui auraient pu le détruire.
je faisais partie d'un gang. On cambriolait des maisons, on volait des voitures, on affrontait d'autres gangs. J'aurais pu finir mort ou en prison à vie, admet-il dans des interviews, transformant son passé en une leçon pour les jeunes qui l'écoutent. Ce coup du sort, le vol de pneus de Cadillac, la cellule étouffante, la fausse accusation de meurtre, tout cela devient la lame tranchante qui le libère de son passé, le poussant vers un avenir où la musique sera son arme et son bouclier. De la cabine de production au symbole sexuel inattendu, la carrière de Barry White n'a jamais été une ascension fluide vers la gloire, c'est une odyssée faite de rebonds, d'échecs cuisants et de triomphes éclatants, une histoire qui reflète la résilience de l'homme derrière la voix. Au début des années 1960, Barry plonge tête la première dans l'industrie musicale, enregistrant plusieurs singles sous son propre nom et avec des groupes comme les Upfront, les Atlantiques et les Majestic. Parmi eux, Too Far to Turn Around en 1960 avec les Upfront, un morceau qui montre déjà son talent pour les harmonies vocales, mais aucun de ses efforts ne parvient à entrer dans les classements. L'amertume de ses échecs répétés le convainc un temps qu'il ne gagnera jamais sa vie comme chanteur principal, que sa voix, aussi unique soit-elle, n'est pas faite pour les projecteurs. Pourtant, le studio d'enregistrement l'a déjà ensorcelé, captivant son imagination avec le processus créatif, la superposition des instruments qui construisent des couches sonores riches, la mise en forme des arrangements qui transforment un simple riff en une symphonie, la magie qui fait naître un disque fini d'un chaos de notes. Barry canalise alors son énergie vers les coulisses du métier, devenant découvreur de talents et producteur, travaillant avec plusieurs artistes noirs émergents à Los Angeles, une ville bouillonnante de potentiel musical mais aussi de discrimination raciale. Son premier vrai succès arrive en 1965, lorsqu'il produit Feel Alright pour les Bel Canto, un groupe vocal qui capture l'essence du soul naissant. Puis, en 1967, il coécrit et produit Together Forever pour Pat Powdrill et The Power Drill, un titre qui montre son flair pour les mélodies accrocheuses. En tant qu'A&R pour Bronco Records, il découvre Felice Taylor et arrange des hits comme I Feel Love Commun, qui connaît un succès notable au Royaume-Uni, atteignant le top des charts là-bas. Ces expériences forgent son style de production, des orchestrations luxuriantes inspirées du classique qu'il aimait enfant, mêlées à la sensualité du soul et au groove du rhythm and blues. Il utilise des cordes opulentes, des cuivres puissants et des rythmes pulsants pour créer un son qui enveloppe l'auditeur, un son qui n'est pas juste entendu mais ressenti dans chaque fibre du corps. Le tournant décisif arrive en 1972 avec le trio féminin Love Unlimited, qu'il produit, écrit et arrange. Leur single Walking Around With One Love grimpe rapidement dans les charts, atteignant le numéro 14 sur le Billboard Hot 100 et le numéro 6 sur les charts R&B. La chanson contient une voix masculine grave dans un échange téléphonique, la voix de Barry lui-même, initialement enregistrée comme une piste de démonstration pour un autre chanteur. Mais un producteur insiste, cette baryton rocailleux et sensuelle est parfaite, ajoutant une intimité qui élève le morceau. Le single se vend à plus d'1 million d'exemplaires, devenant disque d'or, et marque le début d'une ère pour Barry. À partir de là, il comprend qu'il a peut-être encore une chance devant le micro, surmontant le traumatisme de ses premiers échecs pour embrasser pleinement son rôle d'artiste. En 1973, il forme le Love Unlimited Orchestra, une formation de 40 musiciens qui deviendra le véhicule de ses visions orchestrales grandioses. Leur instrumental Love Theme devient un numéro 1 absolu, un tube indestructible qui capture l'essence du disco naissant avec ses cordes virevoltantes et son rythme irrésistible. Ironie du sort, le premier vrai tube de Barry ne contient aucune voix, prouvant que son génie de production transcende même sa propre signature vocale. Cette même année, il sort son premier album solo, I've Got So Much to Give, avec le hit I'm Gonna Love You Just a Little More Baby, qui atteint le numéro 1 sur les charts R&B et le numéro 3 sur les pop charts. La chanson est un maître d'œuvre de séduction, des paroles murmurées comme des caresses, une basse profonde qui vibre dans la poitrine, et des arrangements qui construisent une tension romantique irrésistible. Les années 1970 sont une série fulgurante de succès pour Barry. Il sort 2 albums par an, alternant entre ses projets solos et ceux avec Love Unlimited et l'orchestra. En 1974, Can't Get Enough of Your Love, Babe devient un anthème, atteignant le numéro 1 sur les charts pop et R&B, avec ses paroles directes et sa mélodie addictive qui font fondre les cœurs. Puis vient You're the First, The Last, My Everything, un autre numéro 1, où Barry déclare son amour avec une ferveur presque religieuse, inspirée par une dispute avec sa femme Glodéan qui l'a poussé à écrire les paroles dans la cuisine familiale.
Son style musical est unique, un mélange de funk groovy, de disco dansant, de sophistication Motown avec ses harmonies vocales précises, d'ampleur orchestrale du Philly Sound avec ses cordes luxuriantes, et d'énergie brute du Stax Soul. Au milieu des années 1970, il est incontournable sur les pistes de danse et les radios nocturnes, côtoyant Donna Summer avec ses beats disco, Marvin Gaye avec sa sensualité intime, Al Green avec son soul gospelisé, et Isaac avec ses monologues parlés érotiques. Pourtant, l'attrait de Barry White est unique à l'époque. Il n'est pas considéré comme un bel homme au sens classique, sa carrure imposante, souvent dépassant les 170 kilos, et ses mouvements sur scène parfois rigides pourraient le faire passer pour maladroit. Mais sa voix est magnétique, un baryton qui dégage une intimité sensuelle qui transcende le physique, faisant de lui un symbole sexuel inattendu. Les femmes l'adorent pour cette voix qui promet des nuits passionnées, et les hommes l'admirent pour cette confiance en soi qui émane de chaque note. Sa musique influence profondément la vague sensuelle de l'époque, inspirant des artistes qui explorent l'érotisme en chanson. Cependant, la popularité commerciale ne s'accompagne pas toujours de reconnaissance critique. Les Grammy Awards l'ignorent à plusieurs reprises. En 1974, lorsque Bette Midler remporte le prix de la révélation de l'année à sa place, Barry critique publiquement l'Académie, marquant le début de décennies de relations tendues. Il ne gagnera un Grammy qu'en 2000, pour son album Stay in Power. Puis arrive le contre-coup contre le disco à la fin des années 1970. Le slogan « Disco Suck » devient un cri de ralliement pour ceux qui rejettent le genre comme superficiel, et la soul érotique de Barry en subit les effets collatéraux. Ce qui était célébré la veille est soudain jugé dépassé ou kitsch, et au début des années 1980, son élan commercial s'essouffle. Il quitte CBS, frustré par ce qu'il considère comme une promotion insuffisante, et sort des albums qui passent inaperçus, comme Show You Right en 1987, qui a du succès sur les charts R&B mais ne touche pas le grand public. Pendant cette période, Barry traverse des moments de doute, mais il insiste toujours sur le fait qu'il ne s'est jamais retiré, continuant à produire et à créer dans l'ombre. Son retour triomphal commence à la fin des années 1980 et au début des années 1990, porté par des voix inattendues. Des collaborations avec Quincy Jones sur l'album Back on the Block, où il prête sa voix à The Secret Garden, et avec Tina Turner, le présente à un nouveau public. La télévision joue un rôle crucial dans cette renaissance. Sa participation à The Simpsons en 1993, où il apparaît comme lui-même dans un épisode hilarant, et sa présence récurrente dans Ali MC Bill, où sa musique et son image deviennent des motifs comiques mais affectueux, transforment les clins d'œil ironiques en véritable revival. Les compilations de ses succès des années 1970 se vendent par milliers, rappelant au monde la timelessness de ses hits. Barry s'amuse avec son image, apparaissant sur Late Night with David Letterman pour interpréter le top 10 des mots qui sonnent romantiques lorsqu'ils sont prononcés par Barry White, prouvant que n'importe quoi, même le plus banal, prend une tournure sensuelle filtrée par sa voix grave. Sa carrière a débuté à une époque de discrimination raciale ouverte. Il se produit dans des clubs où il ne peut pas manger avec le public, entrant par des portes arrière et subissant l'humiliation de la ségrégation. Le producteur Kenny Gamble se souviendra des indignités endurées par Barry sur la route dans les années 1960, mais ces expériences renforcent sa détermination et ajoutent un poids émotionnel à son travail, transformant ses chansons d'amour en actes de résistance subtile. Lorsqu'il est intronisé au Dance Music Hall of Fame en 2004, posthumement, son répertoire est devenu intemporel. Des titres comme Never, Never Gonna Give You Up, Can't Get Enough of Your Love, Babe, You're the First, The Last, My Everything, et Let the Music Play ne sont pas seulement des chansons, ce sont des repères culturels, des bandes-sons pour des générations d'amoureux. Sa vie personnelle s'entremêle inextricablement à sa musique, comme des notes fusionnées dans un accord parfait. Avec Glodéan James, membre de Love Unlimited et qui devient sa deuxième épouse en 1974, il partage à la fois romance et collaboration artistique. Un soir, après une dispute avec Glodéan, Barry entre dans la cuisine, s'assoit à la table et écrit les paroles de Can't Get Enough of Your Love, Babe en un éclair d'inspiration. La chanson devient l'un de ses plus grands succès, un témoignage vivant de comment l'amour réel, avec ses hauts et ses bas, nourrit son article. J'ai touché 37 000 $ pour cet album, se souvient-il en riant, je suis allé en studio et j'ai enregistré seulement 5 titres, 2 d'un côté, 3 de l'autre, un rappel de l'ère des vinyles où les albums étaient pensés en 2 moitiés équilibrées, comme les faces d'une pièce. En 1977, Barry part en tournée internationale, incluant un concert mémorable au Luna Park de Buenos Aires, accompagné de musiciens du prestigieux théâtre Colón,
fusionnant son soul américain avec des influences latines. Mais au milieu des années 1980, le déclin du disco et l'évolution des goûts musicaux le font paraître démodé à certains critiques. Il insiste pourtant sur le fait qu'il ne s'est jamais retiré, même durant les périodes calmes, continuant à composer et à produire. La carrière de Barry est un cycle perpétuel de hauts et de bas, rejet initial, tube marquant, mépris des critiques, effondrement commercial, puis retour improbable. À travers tout cela, il garde la conviction que la musique peut être une force de lien, d'intimité et même de guérison. Je vois un monde de beauté et de perfection, disait-il souvent, et j'essaie à travers ma musique de partager ce que je vois. Je veux aider à rendre cette planète meilleure, à s'aimer les uns les autres et à procréer. À la fin des années 1990, la carrière de Barry White connaît un retour triomphal qui semble défier les lois du temps. Son album Staying Power, sorti en 1999, lui vaut 2 Grammy Awards l'année suivante, une reconnaissance tardive d'une industrie qu'il avait si souvent ignorée. Mais derrière l'éclat de ses victoires professionnelles, sa santé s'effondre comme un château de cartes sous le poids des années d'excès. Barry a fumé jusqu'à 50 cigarettes par jour pendant des décennies, lutté en permanence contre une obésité qu'il a vu dépasser les 170 kilos, et suivi un régime alimentaire fait d'excès qui ont ravagé son corps. Lors de ses dernières apparitions publiques, sa présence scénique, autrefois imposante et charismatique, semble amoindrie, ses mouvements sont lents, sa posture rigide, et l'énergie qui avait autrefois rempli les salles de concert paraît s'être évaporée. Le géant sensuel dont la voix avait séduit le monde luttait désormais pour respirer, pour bouger, pour vivre. Ses reins commencent à faiblir, conséquence d'une hypertension de longue date qui n'a jamais été maîtrisée, et à la fin de 2002, il est hospitalisé pour une insuffisance rénale aiguë. La dialyse devient une routine implacable, une machine qui le maintient en vie heure après heure, jour après jour, en attendant une greffe que les médecins craignent de ne jamais voir arriver en raison de son état général. Puis, en mai 2003, son état s'aggrave brutalement. Un caillot sanguin provoque un grave accident vasculaire cérébral, paralysant le côté droit de son corps et altérant sa parole, cette voix qui avait été son instrument le plus précieux. Ce fut le coup final porté à sa carrière de chanteur, le forçant à une retraite totale, cloué au lit dans un hôpital où les machines bipent comme un requiem mécanique. Dans les semaines suivantes, il subit de multiples crises, son corps s'affaiblissant plus vite que quiconque ne l'avait imaginé. Amis et proches se souviennent que même durant ces derniers mois, Barry essayait de conserver son sens de l'humour, parlant de musique, d'amour et de la joie que ses chansons avaient apporté aux gens du monde entier. Mais en privé, le déclin était déchirant, une lente agonie qui contrastait violemment avec la vitalité de sa musique. Celui qu'on surnommait le Walrus of Love, dont la voix avait été un symbole de vitalité et de séduction, était désormais dépendant des machines, son profond baryton réduit à des murmures inaudibles. Le 4 juillet 2003, jour de la fête de l'indépendance aux États-Unis, Barry White s'éteint au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles des suites d'une insuffisance rénale terminale. Il n'avait que 58 ans, un âge tragiquement jeune pour un homme qui avait donné tant de lui-même à travers sa musique. La nouvelle secoua le monde de la musique, même si ses problèmes de santé étaient connus, la brutalité de sa disparition surprit, laissant un vide que seules ses chansons pouvaient combler. Conformément à ses vœux, il n'y eut ni tombe ni pierre tombale pour que les fans puissent s'y recueillir, évitant ainsi les pèlerinages qui auraient pu perturber sa paix éternelle. Ses cendres furent dispersées dans l'océan Pacifique par son grand amour, Glodéan White, lors d'une cérémonie privée en présence de proches, dont Michael Jackson, un ami qui admirait sa voix et son héritage. Un adieu aussi discret que sa voix avait été puissante, un lâcher-prise silencieux dans l'immensité de la mer, comme si Barry retournait à l'origine de tout, à ce rythme éternel des vagues qui avait inspiré tant de ses mélodies. Une fortune de 20 millions de dollars qui déchira sa famille comme un ouragan impitoyable. L'image publique de Barry White baignait dans le romantisme pur. Cette voix grave et mielleuse qui murmurait des serments d'amour, ces arrangements orchestraux somptueux qui évoquaient des nuits de passion infinie, cette inépuisable succession de ballades qui unissait les cœurs. Mais derrière cette aura de séduction se cachait une vie personnelle marquée par les turbulences, les chagrins profonds et des conflits juridiques amers qui lui ont survécu, transformant son héritage en un champ de bataille. Son premier amour arrive tôt, adolescent à Los Angeles, Barry tombe amoureux de Mary, son amie d'enfance. À 16 ans à peine, le couple a déjà 2 enfants, un témoignage de la précocité forcée par la vie de rue. À 19 ans, il se marie avec elle, et dans les années qui suivent, ils accueillent 2 autres enfants. Mais la pression d'une carrière musicale naissante, combinée aux contraintes de la vie familiale dans un quartier pauvre, devient trop lourde à porter.
En 1969, à seulement 25 ans, Barry et Marie se séparent, puis divorcent, laissant derrière eux une famille fragmentée mais unie par les liens du sang. Au début des années 1970, la carrière de producteur de Barry le met en contact avec le trio féminin